Quelque chose ici sent le mystère. Qu'il s'agisse des visages ou bien des lieux, la sensation d'une piste à suivre qui peut vous porter loin vers l'inconnu. Haute montagne, savane et plages de sable fin. Il faut dire que le Kenya est un pays de démesure. Un pays à l'échelle de l'écrivain aventurier français Henri de Montfred. C'est en 1942, à l'âge de 63 ans, qu'Henri de Montfred débarque au Kenya, épisode qu'il raconte dans le roman autobiographique « Le cimetière des éléphants ». L'écrivain corsaire, qui se livre à toutes sortes de trafics, est alors déjà célèbre pour les nombreux récits de ses aventures maritimes dans la Corne de l'Afrique. Mais au milieu de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il a exprimé son soutien pour Mussolini, il est arrêté par les Anglais. C'est prisonnier qu'il est débarqué au Kenya. Avant son arrestation, cela fait une trentaine d'années qu'Henri de Montfred sillonne la mer Rouge et l'océan Indien. Marin chevronné, il aime naviguer ces eaux souvent dangereuses, ici dans l'archipel de Lamu, objet de toutes sortes d'histoires et où il a plusieurs fois failli chavirer. Les légendes racontent que des marins ont été attirés sur les récifs par le chant des génies de mer qui se cachent au fond de ces forêts palustres. Il se peut que, côtoyant une île, l'homme de bar, seul à veiller à bord par une nuit calme, se soit endormi d'un sommeil hypnotique en écoutant la clameur immense de ses grillons. Les courants ont pu alors jeter le navire sur les récifs. Autrefois, il n'existait pas de carte des fonds. Et pour traverser ces bras de mer, les marins devaient se fier à leur expérience et à leur instinct. Il en fallait beaucoup car naviguer ici n'est pas simple. Vous pouvez passer plusieurs fois au même endroit sans souci parce que les conditions sont réunies. Mais c'est un environnement qui est mouvant et la marée est capricieuse. Si elle est plus basse que prévu, les rochers seront pour vous. Henri de Montfred brave l'océan sur ce qu'on appelle des boutres. Ces petits bateaux très maniables, avec leurs voiles triangulaires qui permettent de capter les vents changeants de la côte africaine. Il va même jusqu'à fabriquer le sien, l'Altaïr, l'oiseau qui vole en arabe. Il existe toutes sortes de manières de fabriquer ces bateaux. Mais la plupart des boutres ont été conçues avec des matériaux locaux. Ici, on utilise le palétuvier, qui pousse dans la mangrove. C'est ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est un bois qui n'est pas très résistant. Sur ces eaux, carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie, Henri de Montfred, qui s'est converti à l'islam pour être mieux accepté de ses équipages, trafique des perles, du hashish, des armes, tirant profit de ce monde bouleversé par la colonisation où, pendant la première moitié du XXe siècle, règne l'anarchie. Toutefois, c'est moins l'argent qui intéresse l'aventurier que le danger. Ce matin, dans le calme doré du soleil levant, la haute voile d'un zaroug blanc découpe son triangle effilé dans un ciel de cuivre jaune. Tout le monde est vite sur pied pour examiner et faire des commentaires sur cette inquiétante apparition. Henri de Montfred aime ces mondes reculés, laissés en marge du développement, à l'image de la petite île de Pathé. Leurs coutumes, leurs secrets, les histoires qu'on y raconte. Ici, celle du naufrage d'un bateau chinois au XVe siècle et de ses 1000 trésors. Il aime les rivalités que ça suscite. Pour quelques perles, il se jette dans la bataille et n'hésite pas à plonger au fond de l'eau. Quand les pêcheurs plongent ici pour attraper des poulpes ou des homards, il n'est pas rare de les voir remonter avec des vieux pots en terre à la place, ou avec toutes sortes d'antiquités qui étaient utilisées autrefois. Ces objets sortis de la mer ont toujours attiré les curieux, ou les touristes qui viennent les acheter. Très peu de ces objets restent ici. Ils sont destinés au commerce. En 1942, il n'est plus question de trafic pour Henri de Montfred. Arrêté en Éthiopie, il est emprisonné au Kenya
alors colonie anglaise, dans un camp de la région de Nyeri. L'écrivain y reste quelques mois, puis, grâce à des relations, arrive à être libéré par un certain Gabriel Prudhomme. À côté du Mont Kenya, le représentant de la France libre à Nairobi lui propose alors un poste de régisseur dans sa propriété de vacances. Où diable allons-nous? À peine m'étais-je posé cette question qu'à un tournant de route, je découvre enfin le palais enchanté. Oui, enchanté. C'est bien le terme qui convient à cette apparition inattendue au moment où l'on se croyait en pleine forêt. C'est la femme de Gabriel Prudhomme, Rhoda, une riche et capricieuse héritière américaine qui fait construire en 1939 cette propriété d'agrément qu'elle offre à son mari. C'est aujourd'hui un hôtel de luxe. Ce que Rhoda voulait, c'était quelque chose de grand, quelque chose qui en impose vraiment. Elle arrivait de New York avec l'idée de construire une maison flamboyante. Cela plaisait aussi à Gabriel Prudhomme, qui était un personnage excentrique. L'un et l'autre étaient sur la même longueur d'onde. Rhoda tenait à ce que tous ses invités séjournent au même endroit, parce qu'ici, il pleut beaucoup et qu'il peut très vite y avoir de la boue partout. Du coup, elle a pensé qu'il serait préférable que tout le monde soit réuni sous un seul et même toit, celui que vous voyez là. Ils ont appelé cette propriété Mawingo. C'est une déformation du mot swahili Mawingu, qui veut dire nuage. Parce qu'ici, à chaque fois qu'on ouvre ces rideaux, ce qu'on voit, ce sont des nuages. Tout est vide, dans un silence de nécropole. Pas une œuvre d'art, pas un détail intime où se révèle un goût personnel. Rien qui ait l'empreinte de la vie familiale. Aucune âme dans cette immense demeure. J'ai l'impression d'être dans un décor de film américain. C'est dans un contexte colonial qu'Henri de Montfred débarque à Mawingo, devenu Winnebago sous sa plume. Pendant la première moitié du XXe siècle, les Britanniques se partagent en d'immenses domaines les terres fertiles des pentes du Mont Kenya pour y planter, entre autres, du thé et du café. Quand cette propriété a été acquise, on y trouvait déjà une ferme de production de pierrêtres que les propriétaires ont décidé de conserver. C'est donc une petite partie de la propriété seulement qui était destinée à l'habitation. Il y avait 700 hectares en tout. Les personnes qui travaillaient dans ces champs étaient des autochtones, appartenant à l'ethnie des Kikuyu. Le tout était divisé en différentes parcelles. C'est pour organiser tout cela qu'Henri de Montfred a été engagé. J'étais déjà depuis 6 mois à Winnebago. Le domaine était passé d'un déficit de 100 livres par mois à un bénéfice net à peu près égal. Je devais en partie ces résultats à la collaboration des 6 Italiens et des Noirs, qui, en dépit ou à cause de la discipline que je leur imposais, s'étaient attachés à moi, autant que le peuvent ces races d'esclaves. Henri de Montfred est moins intéressé par la gestion du domaine que par les rivalités que cela suscite. Les petites luttes de pouvoir l'amusent, comme l'amuse le pathétique de la haute bourgeoisie. À cette époque, au Kenya, la chasse aux trophées était vraiment le hobby du moment. Toute la haute société était sur le qui-vive pour aller chasser des animaux et les empailler. Vous avez vu les trophées que nous avons ici et toutes ces défenses? Ce sont des vestiges de l'époque qui a vu naître cette propriété. Cette parodie de bonne société que se joue entre les coloniaux, toujours je m'en suis tenu éloigné, tant qu'il me fut loisible de les ignorer par le dédain ou le mépris de ceux qui prétendent apporter le progrès et sa civilisation aux malheureuses peuplades qu'ils corrompent et asservissent par des besoins superflus. Dans cette ambiance, l'écrivain corsaire se sent assez vite à l'étroit et, supportant mal la hiérarchie, finit par quitter ses fonctions. Il trouve refuge dans une cabane isolée dans la forêt et gagne sa vie en faisant commerce de la viande d'animaux qu'il chasse autour de chez lui. De fil en aiguille, il rencontre d'autres chasseurs. On lui parle d'éléphants en nombre ici, d'ivoire. Henri de Montfred s'engage sur cette piste et s'aventure plus loin dans les profondeurs du Mont Kenya. Sous la haute futée des cèdres millénaires, le soleil ne pénètre jamais
même à midi. Dans cette pénombre chaude et humide croissent les fougères arborescentes, les prêles gigantesques et d'étranges cactus. Dans l'ombre du soir, cet hallucinant paysage prenait de fantastiques proportions, et dans le mystère de sa profondeur, je pouvais imaginer la faune des temps quaternaires. Henri de Montfred semble ici trouver un défi à sa mesure, car cela a beau être gros, en forêt, un éléphant est presque impossible à débusquer. Tous les animaux ont un organe très développé. Et dans le cas des éléphants, il s'agit sans aucun doute de la trompe. Ils peuvent sentir à des kilomètres à la ronde. Dans la forêt, il est très facile de se cacher. Dans l'environnement où nous sommes, un éléphant saura se camoufler. Cela signifie qu'il vous sentira bien avant que vous ne puissiez le voir. Donc tout dépend si l'éléphant veut que vous le voyiez ou non. C'est par un autochtone avec qui il se lie d'amitié qu'Henri de Montfred est initié à l'art du pistage des éléphants. Et c'est la vue d'une femelle blessée qui lui donne l'idée de suivre cet animal jusqu'à l'endroit où il ira mourir. Peu intéressé par la chasse, le pirate a une autre idée en tête. Les éléphants cachent leurs morts. Comme toutes les bêtes sauvages, ils la sentent venir et dès lors cherchent à rejoindre la place mystérieuse où sont morts tous ceux de leur clan. Et leurs ossements s'ajoutent à ceux de leurs ancêtres. Ce sont les cimetières d'éléphants. Les cimetières d'éléphants font l'objet d'une grande controverse. Je pense que les liens familiaux des éléphants sont si étroits que lorsque l'un d'entre eux meurt, il n'est pas abandonné. Nous avons pu observer que si un éléphanteau est mort-né, comme un bébé mort-né par exemple, la mère le porte parfois pendant des jours. Ils ont ce lien entre individus, qu'ils soient vivants ou morts. Et le fait que des éléphants reviennent là où d'autres sont morts, ce que nous appelons les cimetières d'éléphants, cela existe bel et bien. Mais c'est peut-être un peu de l'anthropomorphisme que de penser qu'ils vont tous dans un même endroit pour mourir. Plus il les observe, plus Henri de Montfred est fasciné par ces animaux auxquels il prête une intelligence quasi humaine. C'est quelque chose que le pirate doit admettre. Aborder un éléphant est plus difficile que pister un navire. Il y a eu des histoires d'éléphants qui avaient été séparés dans différents zoos lorsqu'ils étaient bébés, puis qui ont été placés dans le même sanctuaire 30 ans plus tard et qui se sont tout de suite reconnus. Ils ont des instincts et des capacités que nous sommes loin d'avoir. Et je trouve très triste que nous, les humains, ayons cette attitude si supérieure face à des animaux qui sont aussi intelligents. Il est vrai que l'éléphant est une bête surprenante, non seulement par l'intelligence qui va, dit-on, jusqu'à leur faire comprendre le langage humain, mais aussi par les sentiments que l'homme appelle vertus et dont il se fait plus aisément un masque qu'une règle. Henri de Montfred ne trouvera pas le cimetière des éléphants, mais au Kenya, il semblerait que l'écrivain corsaire ait trouvé quelque chose de plus précieux que n'eussent pu lui offrir ni aucune épave, ni jamais aucun coffre.